D'accord, donc bonsoir. J'aurais préféré, bien entendu, vous voir tous en direct live et pas virtuel, pas de manière virtuelle, mais euh, heureusement qu'on a ce dispositif Zoom qui nous permet quand même de nous rencontrer. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Je vais vous parler du Kazip Kojazor. Juste pour vous dire que je suis avec le Kazip Kojazor, la fondation Kazip Kojazor, uniquement depuis janvier 2019. Donc, depuis à peu près 18 mois. Avant, je travaillais pour le American Jewish Joint Distribution Committee pendant plus d'une vingtaine d'années. Donc, c'est encore un petit peu nouveau pour moi, la fondation Kazip Kojazor. Et j'ai appris, en fait, en travaillant avec cette fondation, que les services sont vastes. En fait, c'est une fondation qui est née, créée en 1809, à peu près en même temps que le consistoire. Voilà, et pour aider les Israélites en difficulté et pour être un lien de solidarité pour les Israélites, comme on disait, à l'époque. Donc, c'est la principale fondation d'action sociale juive en France. Nous œuvrons auprès de 20 000 personnes chaque année, en passant de la grande précarité à l'insertion professionnelle, de la petite enfance avec notre halte garderie, par exemple, au grand âge, en passant par tout le pôle handicap. On a, et ça aussi, je n'en revenais pas parce que pour moi, le Kazip Kojazor, je connaissais un seul service qui est le vestiaire. Donc là où on amène nos affaires à donner. Et en réalité, il y a une trentaine de services, même plus, sans compter tous les projets et les programmes de solidarité proposés par le Kazip Kojazor. Donc, nous avons une mission qui est déclinée en 5 axes. Donc, tout d'abord, améliorer les conditions de la vie matérielle. Donc, peu importe l'âge, donc ça c'est vraiment au large tout le monde. Maintenir l'autonomie, d'accord? Donc, aussi bien pour les personnes âgées que pour les personnes handicapées. Rompre l'isolement. Prendre en compte l'identité culturelle et religieuse de chacun. Et permettre les personnes de rester citoyens. Donc là, on parle beaucoup plus des personnes qui sont en perte d'autonomie, soit par une situation de handicap ou d'âge. Nous avons donc 7 valeurs. Toute la Fondation incarne une tradition d'entraide plurimillénaire en permettant à ceux qui ont de donner à ceux qui n'ont pas. Donc, les 7 valeurs se déclinent surtout par l'hospitalité, il m'en manque un là, et le mémoire, donc ça c'est dignité, bienveillance, justice et rigueur. Et dans tout ça, alors vous avez plein de mots là, parce que c'est comme ça que quand moi je suis arrivée, on m'a expliqué, en fait, chacune de ces valeurs est accompagnée d'un verbe ou d'un adjectif qui fait en sorte que nous, les professionnels, on essaie de faire en sorte que chaque jour et chaque fois que nous aidons des personnes, on n'oublie pas de mettre ces valeurs au service de nos bénéficiaires. Et tout ça ça va avec notre vision qui est donc on essaie de toujours être évidemment chaleureux pour ceux qui viennent sur place. Là, on peut parler de nos EHPAD, de nos résidences, mais aussi ceux qui fréquentent. Il y a des gens qui connaissent peut-être le Kazip Kojazor comme juste le siège et les professionnels, mais en réalité, comme je vous ai dit avant, 20 000 personnes. Et donc, il faut que pour accueillir le mieux ces personnes, que l'on soit vraiment à la pointe de tout ce qui est innovation et expertise. Le turnover des professionnels dernièrement était énorme et vraiment j'admire énormément notre directrice Karine Fredge parce qu'elle essaye toujours d'embaucher des personnes clés
pour permettre de réaliser la vision et la mission de la Fondation. Donc, des personnes innovantes et avec beaucoup d'expertise et d'expérience. Donc, toujours une vision très prospective, experte en tout ce qui est action sociale et médico-sociale. Donc, pareillement, c'est bien au-delà de juste accueillir et distribuer des vêtements, le Kazip Kojazer. Notre horizon, réduire les inégalités et rendre le monde plus juste. C'est un bel horizon. Nous œuvrons tous. On est à peu près 560 salariés, sans compter les vacataires. Avec les vacataires, nous sommes 900. Alors, on est séparés en 4 pôles. Donc, on va parler surtout ce soir de un service qui est au sein du pôle Sésame. Donc, c'est le service pour une solidarité augmentée. Et donc, notre service, le SSSAD, je suis absolument d'accord avec vous. Un de mes prochains projets, c'est de changer ce nom, qui est pour moi un peu lourd, et puis il y a trop de SS à mon avis là-dedans. Néanmoins, il s'agit du service des survivants de la Shoah et les ayants droit. Donc, Marco, vous parlerez plus en détail tout à l'heure. On a tout ce qui est lien social avec la Maison des Seigneurs, Bluma Fisher, et qu'on appelle la MSC. Et puis tout ce qui est action de solidarité, le portage de repas, qui était très, très, très important. Et tout mon service, nous sommes 10 en tout, ont œuvré pendant tout le confinement, surtout pour permettre à nos bénéficiaires d'avoir le portage des repas. On sert à peu près 70 personnes de manière normale. Et tout d'un coup, au bout d'une semaine, ce nombre a augmenté de 70 à 100. Donc, on avait tout d'un coup 30 personnes en plus. Et chaque semaine, une quinzaine de plus pour arriver jusqu'à peu près 200 personnes. Et aussi le vestiaire. Donc, ça, c'est le pôle Sésame. Et on reviendra sur le survivant de la Shoah tout à l'heure. On a le pôle intervention sociale. Je ne vais pas tous vous lire pour ne pas vous dire, mais sachez que le pôle intervention sociale, c'est énorme. C'est cette partie-là qui est en fait le cœur de la Fondation Kazip Kojazer, qui fait tous ces services, donc de l'accompagnement, lutte contre la grande précarité, comité d'aide de tenue, et puis aussi OVED qui partage notre bâtiment. Nous sommes situés dans le bâtiment Boulevard Belleville, qui est notre pôle emploi pour les Juifs, donc OVED. Ça, c'est pôle intervention sociale, deuxième pôle donc. Troisième pôle, c'est les pôles établissements seniors. Donc ça, c'est tous nos EHPAD et tous nos résidences d'autonomie. Et on a, comme vous voyez, 4 EHPAD, donc 2 à Paris et région parisienne, Nice, Aix-les-Bains, et ensuite 2 résidences d'autonomie, donc un à Nice et l'autre à Paris. Voilà, donc ensuite, 4e pôle, le pôle PRAC. Et là, il s'agit du pôle ressources, autonomie et citoyenneté pour relever les défis liés au handicap. On a le foyer Michel Cahen, qui est juste à côté du siège, le foyer Brunswick, mais surtout, la chose qui est la plus innovatrice dans le Kazip Kojazer ces 2 dernières années, c'est bien la plateforme Émergence. Donc, c'est un endroit où toutes les personnes qui ont un problème d'handicap ont juste une adresse à s'adresser avec toute une équipe extraordinaire qui rend ce service très, très vivant et très réactif. Voilà, donc, ça, c'est les 4 pôles. Ensuite, nous avons toute une liste d'actions de solidarité, donc comme j'ai dit, de halte garderie, bourse scolaire, soutien scolaire, des bar mitzvot, mais aussi des bat mitzvot. Ce dimanche même, dans ma synagogue, nous aidons 7 jeunes filles à fêter dignement leur bat mitzvah. Donc là, on retrouve solidarité et dignité. On a aussi des études de recherche en cours toujours. Ensuite, et dernière slide, nous avons des programmes qui sont soutenus par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et ça, c'est très, très important. On a un programme pour les mutuelles. Donc, nous aidons des personnes en difficulté financière à avoir une mutuelle. Le programme Kesher, ça, c'est pour les ateliers spécifiques pour des survivants qui sont en EHPAD.
de l'accompagnement social, surtout du lien social aussi, et puis cette magnifique projet qui s'appelle Bouche à oreille. Donc, il s'agit de la transmission intergénérationnelle de la Shoah. Donc, ça, c'est tout ça qui est soutenu par la Fondation. Donc, ça c'est rapidement tout ce que fait la Fondation Kazip Kojazor. Voilà. Donc, je veux bien répondre à vos questions si vous en avez à la fin. Mais juste pour vous dire que je suis toujours très impressionnée par tout ce que fait cette belle fondation. Maintenant, je passerai la parole à Marc, qui va parler plus particulièrement de notre service. Marco. Bonjour. Alors, je vais peut-être laisser Denise ou autre mettre mes transparents, parce que je n'arrive pas à les positionner. Donc, l'autre présentation. OK. Donc, je m'appelle… Ah, ça a disparu. Non, c'est pas la bonne. Ça va venir. On a le temps. Bonsoir, donc je m'appelle Marc Follenveil, je suis dans l'équipe de Valérie et j'ai aujourd'hui comme mission principale de faire connaître les aides au maintien à domicile pour les personnes qui aujourd'hui reçoivent des aides allemandes. Donc on va peut-être passer au transparent suivant. Rapidement, je vais vous expliquer quels sont les champs d'action du CASIP Kojajor et de la CLAMS conférence. Après, c'est vraiment le focus de ce soir, c'est nos priorités en 2020, c'est vraiment développer l'aide au maintien à domicile en identifiant de nouveaux ayants droit, car c'est des aides qui ne sont malheureusement pas assez connues dans la communauté. Et puis, en conclusion, on vous dira comment le MEDEM pourrait nous aider à faire connaître nos actions. Voilà. Donc, le CASIP Kojazor, par rapport à son rôle dans la distribution d'aide au maintien à domicile, il faut savoir que le CASIP Kojazor est un des principaux opérateurs en France pour gérer les fonds reçus de la CLEMS conférence au titre des réparations allemandes. Pour être précis, c'est les fonds qui nous sont alloués pour l'aide au maintien à domicile. On n'intervient absolument pas dans tout ce qui est rente trimestrielle ou versement unique. On peut aider les gens à compléter le dossier, mais nous, aujourd'hui, simplement, on gère des fonds qui nous permettent de distribuer des aides financières pour le maintien à domicile. Un des autres opérateurs que vous connaissez peut-être, qui est dans le sud de la France, c'est un peu notre homonyme, qui est le CASIM. En 2020, donc on a reçu comme mission de développer l'aide au maintien à domicile des ayants droit de la CLEMS et d'autres organismes. Le plus répandu actuellement, c'est sans doute les gens qui touchent une rente du BEG. Alors, je ne sais jamais comment le prononcer en allemand. C'est l'organisme qui est à Düsseldorf et qui a commencé sans doute ses activités avant la CLEMS. Et bien évidemment, on distribue ces aides selon les règles qui sont en vigueur à ce jour. Il y a parfois des ajustements des autorités allemandes. Petite précision, pourquoi cette mission en 2020 ? C'est que d'après l'Allemagne, on est un des pays qui distribue le moins d'aide au maintien à domicile dans la communauté juive. Alors, une des raisons qu'on peut donner, c'est sans doute que le système social français est relativement généreux, mais même avec ça, ce n'est pas suffisant. Et donc, il y a sans doute un très grand écart entre le nombre de gens qui reçoivent ou qui ont reçu des aides allemandes et qui sont éligibles et ceux qui sont au courant de l'aide au maintien à domicile. Quelles sont les règles ? Je vais essayer d'être clair et puis après, je répondrai à vos questions. Les premières personnes concernées, ce qu'on appelle les gens de l'article 2 pour la CLEMS ou ceux qui ont une rente du BEG, c'est les personnes de confession juive qui ont vécu en Europe et qui ont souffert du régime nazi. Et la rente trimestrielle, c'est ce qu'on appelle l'article 2. Donc, c'est les personnes qui ont été reconnues officiellement par la CLEMS ou le BEG comme victimes du régime nazi ou de leurs alliés. Le deuxième catégorie de population, si je puis dire, alors elle vous concerne sans doute un peu moins, c'est les Juifs d'Afrique du Nord qui ont été reconnus pour Maroc, Tunisie et Algérie avec un régime, je ne vais pas m'étendre là-dessus, spécial selon les pays. On va dire que le régime de Tunisie, le mode d'indemnisation est plus proche de celui des Juifs d'Europe que pour le Maroc ou l'Algérie. Que peut faire la CLEMS ? Elle peut financer l'aide au maintien à domicile. Alors, qu'est-ce qu'on prend en charge ? Que l'aide au maintien à domicile, ça peut être très vaste. C'est prise en charge des salaires versés au personnel qui intervient au domicile de nos usagers. Ça peut être la prise en charge du portage de repas, alors, ou bien le portage des repas par le service CEPIA qu'a évoqué Valérie, qui dépend du CASIP, ou par d'autres prestataires.
Ça peut être aussi la prise en charge des frais de mutuelle sur les fonds SMS, comme l'a dit Valérie. Ça peut être des petits travaux d'appartement, des gens qui ont besoin d'aménager leur appartement pour, par exemple, prendre une douche plus facilement ou transformer une salle de bain. Et ça, on le fait sur des fonds de la FMS ou d'autres fonds avec un autre organisme social de la communauté. Chose importante, il y a beaucoup de gens, on sait, dans la communauté qui vont dans ce qu'on appelle les centres de jour. Donc, ça peut être la maison des seniors du CASIP, mais ça peut être aussi les personnes qui aujourd'hui vont dans les centres de jour de Lozé. Je pense notamment au Café des Psaumes, mais je sais qu'à Paris, à Lyon, il y a d'autres sites de Lozé qui accueillent des survivants. Et dans ce cas-là, on peut rembourser les frais de ces journées passées dans les centres de Lozé ou du CASIP. Ça peut être des dépenses médicales exceptionnelles, ce qu'on a généralement le plus souvent l'occasion de rembourser. C'est des dépenses assez coûteuses, donc frais dentaires, les appareils auditifs qui restent quelque chose de très cher et parfois mal remboursé, ou des lunettes. Voilà, chose qui est importante, les aides qu'on propose, aussi bien sur la santé que sur la prise en charge des frais de salaire, c'est toujours en complément des aides publiques. Donc, pour être précis, sur les dépenses médicales, on va agir en plus, en sus des remboursements de la sécurité sociale ou d'une mutuelle santé. Et sur les salaires, on agira, et sur les repas, en complément des aides versées par les départements, ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme, l'APA, qui est l'aide personnalisée à l'autonomie. C'est des règles qui sont imposées par l'Allemagne. Donc, si je résume, les principales modalités pour être aidé au maintien à domicile, c'est être reconnu comme victime, CLEMS, BEG ou autre système, plus avoir fait une demande d'APA. Voilà. On peut passer à la page suivante. Comment procéder si on veut regarder les choses concrètes si vous êtes concerné? Si vous êtes déjà reconnu comme victime des persécutions nazies, donc je le redis, CLEMS, conférence, BEG ou autre mode d'indemnisation, vous prenez contact avec nous par email ou téléphone. En bas du transparent, il y a l'adresse. Je répondrai après à la question sur les survivants, les enfants de survivants. Pardon, parce que ça me cache. Voilà, donc vous prenez contact avec nous. Il y a une adresse générique qui est sur.shoah@casipcojazor.fr. Et puis, je vous laisse noter cette adresse précise ou le numéro de téléphone, le 01 49 23 71 30. Vous demandez à me parler et on me transmettra votre appel puisqu'aujourd'hui, on est tous en télétravail. Si vous connaissez des personnes qui pourraient être concernées par ces aides, parce que souvent, c'est un peu par un effet de ricochet de boule de neige, vous transmettez leurs coordonnées au même numéro et on se chargera de prendre contact avec ces personnes. Voilà. Ou vous transmettez aux personnes du MEDEM. Petite précision, si vous n'êtes pas encore reconnu comme victime, vous pouvez entrer en relation aussi avec le SSAD du CASIP Cojazor, donc ça sera moi-même qui pourrait vous aider. On pourra vous envoyer le dossier à compléter pour la CLEMS conférence. On vous aidera à compléter ce dossier. Alors, on ne s'engage pas, si je puis dire, sur les résultats, mais on vous expliquera les règles d'indemnisation de la CLEMS conférence. Et puis, le CASIP a autorité reconnue par les autorités allemandes pour certifier le dossier de demande de réparation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, moi, ça fait maintenant quelques temps que je travaille pour le CASIP, il y a encore des personnes dans la communauté qui n'étaient pas au courant qu'elles pouvaient recevoir une indemnisation allemande parce qu'elles avaient été enfants cachés, parce qu'elles avaient souffert sous le régime de Vichy, par exemple. Il y a des personnes qui, il y a quelques années, ont négligé cette démarche en disant « j'en ai pas besoin ». Et il y a d'autres personnes qui disaient aussi à l'époque « je ne veux pas de l'argent allemand ». Cette population ayant vieilli, on constate qu'il y a des personnes qui aujourd'hui veulent obtenir cette indemnisation, notamment, parce que chose qui n'existait pas il y a 10, 20 ou même 30 ans, bien évidemment, c'était l'aide au maintien à domicile. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est se faire reconnaître si ce n'est pas le cas, et à ce moment-là, ça ouvre l'aide au maintien à domicile, et donc on aura cette double mission au niveau du CASIP, aider à mettre en place les aides au maintien à domicile, et pour les personnes qui ne sont pas encore reconnues comme victimes, si je peux utiliser cette expression, on les aidera à faire une demande d'indemnisation auprès de la CLEMS conférence. Voilà. J'ai vu passer une petite question. Non, les enfants d'ayant droit ne sont pas concernés. La seule règle qui a été mise en place par la CLEMS conférence, les personnes qui bénéficiaient d'une rente ont droit à une reversion, c'est-à-dire que la CLEMS verse aux conjoints survivants, je crois, 2 à 3 trimestres, et ça s'arrête là. Mais les enfants, les descendants ne sont pas reconnus par la CLEMS. Voilà. Je vais juste apporter une petite précision à ça, Marc, parce que j'ai répondu que, en fait, enfant de survivants, c'est en fait aussi
Oui, si c'est aussi les survivants, à savoir les enfants cachés, les enfants qui ont été pendant la guerre privés de liberté ou des orphelins. Donc, ces enfants-là, oui. Maintenant, des enfants, des survivants nés après 1944 ou 42 selon la région, non, ils ne vont pas être indemnisés. Alors, et l'autre petite précision aussi, c'est dans les règles des autorités allemandes, peut être considéré comme enfant caché un enfant qui était en gestation dans le ventre de sa maman, et la maman étant elle-même enfant caché. C'est-à-dire, si je vais prendre le cas de la libération de la France, je crois que les Alliés considèrent que c'est, on va dire, mai ou juin 1944. Si il y a une personne qui est née fin 1944, ça veut dire qu'en début d'année, elle était encore, entre guillemets, dans le ventre de sa maman, qui pouvait subir les persécutions qui étaient enfant caché. Et donc, cette personne aura le droit de faire un dossier. La difficulté, c'est qu'il faut que la personne ait quelques… Alors, elle n'a pas de souvenirs, mais que ses parents ou des grands frères et sœurs lui aient fait un récit de cette période troublée de la guerre. Voilà. Deux petites précisions. Pour les centres de jour, en fait, la MSC n'est pas un centre de jour, c'est un centre communautaire pour personnes âgées. C'est la maison des seigneurs et le café de Psaume aussi. Le centre de jour, c'est plus pour des personnes qui sont en manque d'autonomie c'est OSE. Nous travaillons de près avec l'OSE, avec leurs 2 centres de jour, je me rappelle, ça m'échappe les noms, avec ces centres de jour-là qui sont médicalisés et qui ont des programmes spécifiques et des ateliers pour des personnes avec Alzheimer, par exemple. Voilà, donc qui accueillent des personnes pour surtout laisser l'aidant, l'épouse beaucoup plus autonome, un peu de liberté, ou l'enfant. Voilà. Deuxième précision, c'était surtout aux travaux. Alors, les travaux que nous remboursons ou avec lesquels nous pouvons aider financièrement sont toujours liés à la sécurisation de l'appartement, à savoir dans la salle de bain, s'il faut mettre des barres de maintien, de soutien. Effectivement, remplacer une baignoire par une douche, tout ce qui permet de prévenir la chute, en fait. Donc ça, on peut remplacer, mais on peut pas aider financièrement, juste repeindre l'appartement. Ça, on ne le fera pas. Merci beaucoup, c'est très important. Je pense qu'on va continuer à travailler ensemble. Je confirme que vous êtes accueillis au Centre MEDEM si vous voulez tenir une permanence. Il est vraiment temps qu'on se voit aussi. Et donc, à très bientôt. Et merci pour votre travail d'information formidable. Merci. Merci de nous avoir accueillis. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, merci beaucoup. Plaisir. Merci.